Est-ce que vous pouvez me croire si je vous disais qu'il existe en Côte d'Ivoire une cité, Songok Assemblée, où habitent des populations qui depuis près de 10 ans n'ont ni eau, électricité, VRD. Elles n'en peuvent plus, ces populations. Elles ont décidé de saisir la direction générale de Live TV. Pour qu'il y ait un débat dans le cadre de cette émission, votre émission, l'instant de complicité entre vous et nous, il y a problème. Oui, il y a problème parce qu'il est temps que je mette le pied dans le plat pour que nous en débattions sans faux fuyant. Elles ont donc décidé de se trouver en face du personnel du ministère de la Construction pour que le débat soit suivi sans passion aucune. Mais que la vérité éclate, pour qu'on comprenne mieux qu'est-ce qui a dû se passer, pour qu'on en arrive à là. 10 ans, je le répète, sans eau, ni électricité, ni VRD. Il y a donc problème. Si je suis donc ici, c'est parce qu'il y a problème à Songok Assemblée. Bonsoir. À une trentaine de kilomètres d'Abidjan, la cité TEBC de Songok Assemblée s'étale discrètement sur les hauteurs, loin de l'agitation urbaine. Des rangées de maisons identiques posées à perte de vue, dans un décor calme, presque figé. En apparence, tout semble normal, mais en s'attardant un peu, on devine des signes qui troublent. Ici, on parle peu, mais on endure beaucoup. Depuis près de 10 ans, des familles vivent installées avec l'espoir d'un nouveau départ. Pourtant, derrière les façades, c'est une autre réalité qui se joue. En 2013, le gouvernement ivoirien lance un programme de logements sociaux pour répondre à la crise du logement. À Songok Assemblée, la cité TEBC est l'un des sites retenus. Le projet prévoit 600 parcelles avec fondation prête pour 2 500 000 à 2 800 000 de francs CFA. Les acquéreurs ont 2 ans pour construire et l'État promet les travaux publics. Rosemonde fait partie des premiers à y croire. La plateforme, au début quand je suis arrivée, j'ai vu que la plateforme était petite, parce que c'est de 80 mètres carrés. J'ai dit, mais attends, vraiment la plateforme est petite, mais bon, quand on a commencé à mettre en valeur, on a vu qu'elle est habitable quand même. Elle est habitable, j'ai pu avoir le petit salon qui est là, j'ai ma cuisine et puis j'ai 2 chambres. J'ai 2 chambres, voilà, qu'on essaie de... J'essaie de terminer les travaux petit à petit, manque de moyens, pas manque de moyens en fait. Vous vivez dans quelles conditions ici? Ah, les conditions sont difficiles, très difficiles mon frère. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'eau. Et puis quand il pleut ici, là, on a des voisins qui sont là. À chaque fois, même dès qu'il commence, la moindre pluie, les maisons sont inondées. Actuellement, ils n'ont plus rien. Tout ce qu'ils ont pris pour venir à la cité ici, là, ils ont tout perdu. Maintenant, ce pourquoi on lutte là, c'est qu'ils ne perdent pas la vie. Parce que dès qu'il y a une petite inondation, peut-être que vous allez voir les vidéos, c'est infernal ici, ils sont inondés. On n'a pas d'eau, on n'a pas de courant. Nos fosses, ils n'ont pas voulu qu'on fasse des fosses septiques. Donc il y a certaines maisons ici, à la cité, là, qui n'ont pas de fosses septiques. En 2021, Rosemonde emménage enfin. Rapidement, elle se rend compte qu'aucun service de base n'est fonctionnel. Pour avoir de l'eau, elle débourse 800 000 francs CFA pour un forage. Elle creuse une fosse septique, sécurise sa maison, installe un petit réservoir. Le quotidien devient un exercice de débrouillardise, partagé avec d'autres habitants, dans la même précarité. Donc je vais vous montrer un peu, vous voyez, tout ça c'est du matériel de travail. Quand ils ont fini de travailler, c'est le reste du matériel. C'est-à-dire qu'on va un peu, faute de moyens. Donc je vais vous montrer un peu comment on fait pour boire de l'eau ici, comment on fait pour préparer, comment on fait pour manger ici. En fait, j'ai essayé de faire un forage. Donc, voilà l'appareil qui va tirer, qui tire l'eau en bas. Le forage, il est où? Le forage, il est dehors. Le forage, il est dehors. Donc, voilà, je branche cet appareil-là. Et puis, l'eau remonte dans la barrique qui est là, qui est dehors. L'eau remonte dans la barrique. Maintenant, pour avoir de l'eau dans la maison, je branche ici. Je branche ici. Maintenant, l'eau circule, l'eau passe maintenant dans la maison. Le principe était pourtant simple. Chacun construit sa maison. L'État réalise les voiries, l'électricité, l'eau. Mais sur le terrain, le projet a du mal à suivre. Les maisons sortent de terre, les familles s'installent, mais les équipements publics restent absents. Pas de route bitumée, pas de réseau électrique. Le quartier donne l'impression d'un projet interrompu, figé dans le temps. Donc, voilà comment on prend de l'eau.
Quand j'ai branché l'appareil là-bas, je peux maintenant avoir de l'eau dans les robinets. Sans ce système-là, on n'a pas de l'eau. Sans ce système, tu ne peux pas avoir de l'eau ici. Tu ne peux pas. Et moi, j'ai la chance d'avoir ça. Mais non, il y a des voisins là, ils continuent de puiser l'eau dans les seaux ou choses. Moi, au moins, j'ai de l'eau qui passe dans le robinet. Les autres, non, beaucoup n'ont pas la chance d'avoir ça. Quand vous arriviez dans cette cité, les promoteurs n'ont jamais prévu? Oui, ils avaient déjà prévu. Ils nous ont promis l'eau, comment on dit, l'électricité, les fosses septiques, les voiries et tout ça. Tout était prévu dans le contrat. Tout était prévu dans le contrat. Mais il s'est passé quoi? Il s'est passé que jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a rien vu de tout ça. Et nous, on ne sait pas pourquoi. Nous, on ne sait pas pourquoi. On va vers eux, on leur explique qu'on ne peut plus l'en faire ici. On va vers eux, on leur explique, on leur demande, mais pourquoi nous sommes dans ces conditions? Personne ne nous répond jamais. On ne sait pas de quoi il s'agit, mais c'est nos conditions de vie qui sont là. Cette eau, elle est buvable? C'est ce que je bois. C'est cette eau-là que je bois. Je ne peux pas acheter de l'eau toujours, de l'eau minérale. Je n'ai pas les moyens. Je bois, c'est ce que je bois en fait. Voilà. Et quand d'autres essaient d'installer leur propre fosse septique, le manque de planification globale crée de nouveaux problèmes. Les eaux usées, mal canalisées ressortent parfois dans les rues ou stagnent entre les habitations. Alphonsine, une mère de famille, vit cette situation au quotidien. Chaque saison de pluie transforme son environnement en marécage insalubre, avec des odeurs persistantes et un risque sanitaire permanent. Ok, bien, je vous présente là où nous vivons dans notre cité, vous voyez les flaques d'eau partout. Bon, ça fait qu'il y a tellement de moussis dans notre maison, nos enfants tombent malades à tout moment. Il n'y a même pas de force technique dans notre cité. Nous vivons très mal. Vous-même, vous voyez les flaques d'eau un peu partout. Il y a des caniveaux qui sont bouchés un peu partout. Le comble est que là même, c'est un passage d'eau. Ils ont vendu encore les plateformes pour comment dirais-je, même barrer la voie. Donc l'eau même ne peut même pas couler au fait. Donc l'eau vient se mettre quelque part là. Ça fait qu'il y a tellement de moustiques. Les odeurs, en tout cas, vraiment, c'est insupportable. C'est insupportable. Vraiment, nous, on est fatigués. Donc, vraiment, on a besoin d'aide, franchement. C'est tout là viennent des maisons? Oui, ça vient des maisons. Ça vient des maisons. Puisqu'il n'y a pas de force. Donc, ça sort des maisons. Vous voyez ça? Tout ça, c'est caca. Tout ça, c'est caca. Donc, vraiment, ça fatigue, ça nous fatigue. À chaque fois, nos enfants tombent malades. À chaque fois, nos enfants tombent malades. À quoi les moustiques, les odeurs? Donc, nous, on est fatigués. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter tout cela. Malgré ce désordre, les ventes de parcelles se poursuivent. Des plateformes sont encore proposées à de nouveaux acquéreurs, parfois sans qu'ils soient pleinement informés des difficultés vécues par les résidents. Le chantier paraît actif sur le papier, mais dans la réalité, c'est une succession de débrouilles individuelles. Ceux qui arrivent aujourd'hui héritent des mêmes promesses non tenues qu'avaient reçues Rosemonde ou Alphonsine des années plus tôt. Les gars interdisent à ce que nous on fait les forces d'équipe dans notre maison. Ils disent qu'il y a une canalisation. Voilà, ils disent qu'il y a une canalisation. Par contre, ça ne marche pas d'abord. Nous, on vit là, mais il n'y a pas de force puisqu'on ne peut rien faire. Donc, les gens se débrouillent un peu à côté. Regardez l'eau, comment ça coule. Ça fait qu'il y a tellement de choses, les dégâts, tu sais pas. Pendant les saisons pluvieuses comme ça, là, il y a les dégâts. Puisque, regarde, il n'y a pas l'eau, mais regarde, il y a ce qui se passe. Toutes ces conneries comme ça. Et on respire ça, ça nous donne les fièvres typhoïdes, les palus, les maladies. Là, même nous, on ne sait pas où ça quitte. Dans cet environnement fragile, la précarité ouvre la voie à des risques permanents, où chaque imprévu peut basculer en véritable urgence. Lorsqu'il pleut, les rues se transforment en rivières imprévisibles. Les habitations, construites sans réel plan d'assainissement, se retrouvent rapidement envahies par les eaux. Les riverains vivent alors dans la crainte, guettant le ciel et espérant que la prochaine pluie ne soit pas celle de trop. Des inondations s'enchaînent. Ces images datent d'il y a une semaine. Sur ces plans, on aperçoit une famille entière, pieds nus, dans la boue, essayant de contenir les flots. Regardez une maison qu'on a construite. Regardez de vous-même. L'eau qui sort par la midi-prise, la prise. Regardez vous-même. Regardez. Est-ce que c'est normal? Nous mettons l'eau vie. Est-ce que c'est normal? Le courant formé par les eaux de ruissellement venues des hauteurs est violent. Des seaux, des bâches, des planches sont utilisés pour tenter de contenir l'envahissement. Rien n'est prévu pour gérer de telles situations. À chaque averse, c'est un combat de survie qui recommence. Voici le niveau de l'eau. Si vous regardez très bien, ça tracé est très fin. C'est le niveau de l'eau qui est là.
L'eau était juste à ce niveau. Et avec les enfants, c'était vraiment difficile. Un de 3 ans, une de 5 ans. C'était pratiquement dans l'eau. Donc j'ai été obligée de les mettre sur une table dehors. J'avais du mal à marcher, je n'arrivais plus à respirer à cause de l'eau. J'étais étouffée, j'étais paniquée dans tous les sens. J'avais fermé la porte s'est coincée. Mon fils était obligé d'escalader la clôture, aller chercher un ferronnier, venir casser la porte. Ils ont pris les enfants sur leur dos à minuit là, les fait sortir un à un de la maison. Regardez. Regardez. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tout est vide. L'eau a tout gâté dans ma maison. Tout. 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 Le seul bien que j'ai pu sauver, c'était le congélateur. Parce que j'ai pu soulever, mettre ça sur une table. C'est tout. Il n'y a plus rien. Nous avons rencontré cette famille épuisée mais résiliente. Leur maison, construite avec soin, avait ce mur fissuré et ses fondations fragilisées par les eaux. Regardez, pour empêcher que l'eau ne rentre, on a été obligé d'ériger cette clôture-là pour nous barricader. Non, à l'état initial, c'était juste ça. Voilà, on a été obligé de faire ça comme ça pour empêcher l'eau de rentrer dans la maison. Et ça marche? Oui, pour le moment, en tout cas, pour le moment. Puisque nous ne sommes pas encore en juin. Donc, on espère que ça va marcher. On espère bien. On espère. Du coup, à chaque pluie, c'est la même scène? Oui, à chaque pluie, c'est la même scène. Quand il pleut fortement, l'eau sort de son nid et puis voilà. C'est un peu ça. À votre avis, c'est dû à quoi? Bon, je pense bien que c'est à cause de cette canalisation-là. Cette canalisation. Justement, ces canalisations, dont les travaux ont commencé il y a plusieurs années, sont restées à l'abandon. Alors, quand l'eau cherche son chemin, elle s'étale partout, sans aucun contrôle. Vous voyez, ce grand caniveau-là, le problème d'inondation est dû à ce canal-là. Du fait qu'ils ont commencé les travaux et ils se sont arrêtés là. La canalisation s'arrête là. Et tout le long, il n'y a pas de canalisation. Il y a le sable des constructions qui est venu carrément recouvrir le caniveau. Et quand il pleut, l'eau déborde de partout. Et les maisons sont inondées. Voilà, vous voyez, à vous-même, regardez. Regardez. Regardez là. Regardez. Il y a de l'eau même encore là. Regardez. Regardez. Tout le long. Et toutes les maisons touchées par les inondations, c'est dû à ça? Oui, c'est dû à ça. L'eau n'arrive pas à circuler, donc ça cherche un passage et ça rentre dans les maisons. Voilà, et ça détruit tout, carrément tout. Des initiatives collectives émergent. Mutualisation des ressources, tentatives d'éclairage, organisation de gardiennage. Face à l'inaction, les riverains s'organisent pour répondre eux-mêmes à leurs besoins. Mais ces efforts sont brutalement freinés lorsqu'un courrier officiel, émanant notamment du CETAM, leur déconseille vivement d'initier ou de lever une quelconque cotisation auprès des résidents. Cette injonction surprend et démobilise. Le soutien espéré se transforme en silence administratif. Beaucoup continuent à vivre dans une cité qui semble achevée, en surface, mais reste profondément inachevée dans ses services essentiels. Nous avons rencontré Mamadou Diallo, chef de service au CETAM, structure chargée du suivi des projets de logements sociaux au ministère de la Construction. Il suit de près le vaste programme de 2000 logements répartis sur plusieurs sites, dont celui de Songon-Kassamblé. C'est à la cité Ado, un autre site pilote, qu'il nous a donné rendez-vous. Ici, les maisons témoins avaient été présentées au public en 2014 comme vitrine du programme. La différence entre cette cité et la cité TEBC Songon-Kassamblé, elle est réelle, vous pouvez le constater. C'est que cette cité, les commodités, les équipements de viabilisation ont été toutes réalisés. Vous avez la voirie que vous constatez, vous avez l'électricité, vous avez l'eau. Et donc, la cité, elle est saine et sécurisée. Voilà, elle est viabilisée. C'est un cadre agréable où les habitants y vivent. Maintenant, la cité de Songon-Kassamblé, les travaux sont encore en cours parce que la cité est dans un contexte, comme vous l'avez constaté, elle est traversée par un bassin d'orage, voilà, qui coupe la cité en deux. Et au bord de ces bassins d'orage, ceux qui y habitent subissent un peu des inondations.
Mais comme je tiens à le rappeler, des études ont été faites et les marchés sont passés. Et ces travaux-là sont en cours. C'est vrai que les riverains, les habitants en bordure du bassin d'orage se plaignent. Nous ne leur avons pas permis d'y s'y installer, mais bon, ils nous ont fait un peu forcer la main. Donc ils subissent les conséquences un peu des inondations. Mais c'est quelque chose qui va passer, voilà, qui sera un mauvais souvenir. Dans quelques temps, ça va passer. Donc nous sommes à pied d'œuvre pour réaliser ces travaux. Voilà, les marchés sont passés, les entreprises ont reçu des avances de démarrage. Donc c'est en réalisation. Le cadre est bien différent de celui de TEBC. Les routes sont bitumées, les branchements d'eau et d'électricité fonctionnels, et la voirie semble entretenue. Pour Mamadou Diallo, ce site représente ce que le programme visait à reproduire sur d'autres zones. Face aux critiques des riverains de Songon-Kassamblé, il reconnaît des retards, mais insiste sur des contraintes administratives et financières qui ont freiné l'achèvement des infrastructures collectives. Depuis 2021, une nouvelle réforme est venue assainir ce cadre pour instituer une autorisation de lotissement qui est exigée. Mais le plus important dans cette autorisation de lotissement, c'est que tout lotissement qui serait réalisé doit être viabilisé. Voilà. La viabilisation, c'est quoi? C'est amener l'eau, l'électricité et la voirie, avec toutes les autres commodités comme espace vert, aire de jeu, espace polyvalent, centre de groupage des ordures ménagères et tout ça, parking et autres, pour permettre aux habitants d'être dans un cadre de vie sain, sécurisé et bien aménagé. Donc, ce projet TEBC, comme je l'ai dit, a été initié dans ce cadre-là pour montrer l'exemple, permettre aux populations à faible revenu, les ménages à faible revenu, d'accéder à un foncier sain, sécurisé et à des coûts étudiés pour les populations. Interrogé sur l'interdiction faite aux habitants de s'organiser entre eux pour électrifier ou sécuriser leur cité, Mamadou Diallo évoque la nécessité de respecter le cadre réglementaire. Selon lui, les initiatives individuelles ou communautaires risqueraient de compromettre la cohérence du plan d'aménagement. Il assure néanmoins que des discussions sont en cours pour relancer certains chantiers, sans pour autant donner de calendrier précis. Aujourd'hui, la cité de Songon-Kassamblé reste le symbole d'un projet inachevé entre attentes des habitants et lenteur administrative. Les conditions de réalisation de cette émission, cet instant de complicité entre vous et nous, sont tout aussi difficiles que les conditions de vie des habitants de la cité TEBC de Songon-Kassamblé. Voilà. J'ai donc à ma gauche ici Madame Adama Rosemonde, porte-parole. Alors un téléspectateur est en train de me poser la question, mais comment des conditions de réalisation peuvent être difficiles? Parce qu'il pleut des cordes et ce n'est pas évident, même si on a des réalisateurs, des techniciens chevronnés, d'avoir un son limpide. Et vous avez à côté Monsieur Mamadou Diallo, vous êtes donc le chef de service ETAM au ministère de la Construction. Permettez que je puisse m'adresser donc à Madame Adama Rosemonde. Dites-moi au jour d'aujourd'hui les conditions de vie. Ça fait près de 10 ans. Oui, ça fait effectivement 10 ans que les premiers souscripteurs ont eu leur plateforme et ils ont mis la plateforme en valeur et ils habitent à la cité depuis une dizaine d'années à peu près. Mais alors, quelles sont les démarches que vous avez entreprises? Qu'est-ce que les autorités compétentes vous ont dit? En fait, pour planter déjà le décor, il faut qu'on explique d'abord nos conditions de vie. Voilà. Donc, à Songon-Kassamblé, c'est quelque chose qui est palpable, on peut voir. Ce n'est pas que nous voudrons dire des mensonges pour quoi que ce soit. Nous ne sommes contre personne. Parce que très souvent, comme on dit ça, nos démarches sont un peu vues comme si on voulait peut-être mener un combat contre quelqu'un. Non, pas du tout. En fait, on mène un combat pour que nos enfants et nous-mêmes, les vieilles personnes qui vivent avec nous, les retraités qui vivent avec nous, les femmes, nous soyons dans des conditions décentes. Parce qu'en longueur de journée, nos vies sont... nous sommes en danger, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Vous êtes en danger, ça veut dire quoi? C'est quoi le danger qui vous guette? Le danger qui nous guette, là, il y en a beaucoup. Bon, on n'a pas d'eau. Depuis 2015, vous n'avez pas d'eau? Depuis 2015, le projet a été ouvert, je pense, en 2013. Les premiers souscripteurs en 2014 et puis je pense que les premiers habitants vers 2015. Et on a tous nos documents ici. Dans le projet, il était dit qu'on devait avoir de l'eau courante, comme tout bon citoyen.
on devait avoir droit à l'électricité, on devait avoir droit à des VRD, c'est-à-dire que quand on a des besoins à faire pour tout être humain, il faut qu'on le fasse de façon dégagée dans la tête. Mais chez nous, ça aussi, c'est un problème. On n'a pas de fosse septique, donc on n'a pas de voirie, on n'a pas d'électricité. En tout cas, le minimum vital, tout ce que vous pouvez imaginer pour le bien-être d'un être humain, là, nous, on n'en a pas, on n'a pas ça chez nous. Monsieur Mamadou Diallo, oui. Vous venez d'entendre Madame Adama. Est-ce ça, c'est depuis 2015 hein? Vous avez quelques commentaires à faire? Ce que je peux dire, je pense qu'elle, qui vient de s'exprimer, elle a commencé cette démarche d'acquisition, je pense, en 2018. En 2015, elle parle du projet comme quelqu'un qui a participé à la conception du projet maintenant. Et comme elle vient de le dire, vous voyez, ce qu'elle a décrit pour un spécialiste, pour quelqu'un, pour un sachant, ça donne l'état d'un chantier. Et réellement, c'est ce qui est. Le site de Songon Kassamblé, où ils disent habiter, est un chantier. Ce projet que l'État, à travers le ministère, a mis en place dans le cadre du programme des logements sociaux, est un projet pour accueillir les ménages à faible revenu. Je pense qu'elle l'a reconnu. C'est l'État bienfaiteur qui a permis à les personnes qui n'avaient pas les capacités financières reconnues de pouvoir accéder à la propriété foncière. Vous voyez? Et donc, si ils vous le disent sincèrement, ils ont reçu des autorisations de début de travaux pour réaliser leur logement. Dès qu'ils ont fini leur logement, nous, on a des équipes d'encadrement. Personne ne vient nous voir et ils habitent directement. Normalement, on leur autorise à habiter. Ils ne sont pas autorisés à habiter. Un chantier de travaux, mais il cause des difficultés même à la réalisation des travaux. Si vous comprenez. Vous ne pouvez pas venir habiter dans un chantier de travaux et décrire ce que vous n'avez pas. Le chantier n'est pas terminé. Comment vous pouvez y habiter? Sur chaque site, nous avons réalisé des phases pilotes. Et c'est sur ces phases pilotes que nous avons permis à certains acquéreurs d'y habiter. Donc, à l'état actuel où il parle, si on va dans les procédures réglementaires, normalement, ils doivent quitter le chantier pour que les travaux se terminent avant qu'ils ne viennent habiter. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est ce que j'avais à donner comme commentaire. Madame Adama, là où vous habitez, on dit que c'est un chantier. Avant d'y habiter, il aurait fallu bénéficier de l'autorisation de la tutelle. Est-ce que vous avez eu cette autorisation? En fait, j'ai commencé mes démarches autour de 2014 et j'ai pu avoir le numéro de ma plateforme 2015-2016 par là-bas, décembre 2015-2016. Et j'ai le document ici. Quand j'ai eu ma plateforme, j'ai demandé qu'on me donne une autorisation de début de travaux. C'est bien marqué 1er janvier 2017. Abidjan, le 4 janvier 2017. Autorisation de début de travaux par la présidente le service des terrains aménagés. CETAM autorise Adama Ya Rosemont, signataire de la fiche d'engagement ci-jointe, à démarrer les travaux de construction de son logement TBC sur le lot 235 de l'îlot 31 du site de Songon Kassamblé. Dans l'attente de l'établissement de l'acte d'affection du lot, la présente autorisation est accordée conformément aux engagements auxquels le souscripteur a volontairement souscrit et qu'il est tenu de respecter, faute de quoi il s'expose au retrait du lot indiqué ci-dessus. En français facile, ça veut dire quoi, monsieur Diallo? En français facile, on permet à l'acquéreur de... Puisque, comme vous le constatez, le projet cède un lot, mais qui est un lot viabilisé, qui comporte une fondation d'un logement type. Un logement type qui a été conçu dans le cadre du projet par le ministère. Donc, cette fondation facilite, n'est-ce pas, la réalisation des travaux et l'investissement de l'acquéreur. Il vient pour monter les murs, couvrir son bâtiment. Donc, si elle a obtenu cette autorisation en 2017, comme elle le dit en janvier, il faudrait comprendre qu'elle ne peut pas accéder en même temps qu'elle commence les travaux. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas finir son logement en même temps qu'elle a l'autorisation du début des travaux. Il y a un délai. C'est pourquoi j'ai dit, normalement, si elle est venue, normalement, quand elle a ça, nous, nos équipes commencent à l'encadrer pour suivre ses travaux. Donc en français facile ici, on lui donne l'autorisation du début des travaux. Et ce qui est marqué en substance, c'est qu'elle, n'est-ce pas, signe une fiche d'engagement. Une fiche d'engagement où elle s'engage dans un délai. On lui accorde des délais de 12, 24 ou 36 mois.
12, 24 ou 36 mois pour achever son logement. Et si vous constatez, c'est que pour acquérir le logement, le souscripteur paie un apport initial avant qu'on lui cède le logement. Donc, avant qu'on lui cède la plateforme, le lot. Donc, quand il a le lot, lorsqu'il va finir ses travaux et qu'on va lui permettre d'y habiter, on va commencer maintenant à l'encaisser le reliquat. C'est-à-dire, il paie un apport initial. La plateforme coûte un montant. Ce montant, il ne peut pas le payer totalement parce qu'on sait que c'est des ménages à faible revenu. On lui demande de payer un apport initial. Il paye l'apport initial et puis maintenant, après avoir terminé son logement, on va lui demander de payer le reliquat. Donc nous, on viendra réceptionner les travaux. Mais dans le cas, comme vous le constatez, bon, elle nous présente l'autorisation de début des travaux. Elle a achevé, mais elle ne nous a pas peut-être saisi pour pouvoir réceptionner ces travaux et puis bon. Non, moi ce que j'ai vraiment envie de comprendre, tout à l'heure, vous avez dit que, au vu de ce qu'elle dit, les logements dont elle parle, là, c'est un chantier. Donc, ce n'est pas des maisons qui doivent être habitées. Donc, il faut complètement libérer le chantier pour que les travaux commencent, se concrétisent, jusqu'à ce que vous leur fassiez appel pour que ces habitants-là puissent intégrer donc, ces logements. Donc, ça voudrait dire que les règles telles que vous les avez définies ne sont pas respectées. Sauf qu'elle donne un document dans lequel elle dit bien qu'elle a eu l'autorisation. Vous venez de me dire qu'avec cette autorisation-là, elle doit commencer les travaux et se faire encadrer par votre équipe. Alors, moi, je veux que vous me permettiez de poser cette question à Mme Adama. Alors, quand vous avez eu cette autorisation, que vous avez commencé les travaux, quelles ont été les relations que vous avez eues donc avec le ministère de la Construction? En fait, quand ils ont donné l'autorisation de commencer les travaux en 2017, en janvier 2017, automatiquement, je n'ai pas commencé les travaux. Voilà, je n'ai pas commencé les travaux, malgré que nous avons une sommation qui nous demande de construire nos maisons au risque de se faire, comme il a dit tout à l'heure, au risque de se faire arracher la plateforme. Nous avons sommation de construire nos plateformes dans un délai de 24 mois. Dans un délai de 24 mois. 2017, moi j'ai commencé mes travaux. J'ai envoyé, voilà mon plan qui a été approuvé par le ministère. Parce qu'il faut d'abord envoyer ton plan au ministère, qu'ils approuvent avant de commencer la maison. Voilà, vu le 2 mars 2021. Quand ils ont signé ce document, immédiatement, je n'ai pas construit. J'ai attendu jusqu'à 2021. Parce que si il n'y avait rien, il n'y avait pas d'infrastructure. Il n'y a pas de sécurité. À tout moment, on se fait agresser là-bas. Même cette semaine-là, on s'est fait agresser. Mais je suis devant un dilemme et je ne suis pas la seule. Quand on te donne un document pour construire, et puis tu ne viens pas construire, 24 mois après, on t'arrache la plateforme. Donc, on est obligé. J'ai commencé les travaux, effectivement, en 2021. Et quand monsieur le directeur dit qu'on n'est pas passé vers eux, moi, je ne peux pas être d'accord. Pourquoi je ne peux pas être d'accord? Parce que sur le chantier là-bas, sur le site, ils ont un technicien sur place. C'est à lui que nous nous adressons quand on doit faire des travaux. C'est à lui qu'on s'adresse quand on doit faire des travaux. Il y a le représentant du ministère sur place là-bas. Dès que tu mets une brique, il vient vers toi te demander qu'est-ce que tu as à faire. Moi-même, je vais faire une clôture. Il faut que je passe par lui. Même pour faire les fosses septiques, ils nous ont dit dans le contrat qu'ils vont nous faire des fosses septiques. Ils vont faire l'eau, ils vont faire l'électricité. Tout ça. Celui qui n'a pas construit sa plateforme, en 24 mois, on lui arrache sa plateforme. Mais on se rend compte, nous sommes dans la brousse, en longueur de journée, exposés aux morsures des serpents. Toutes sortes de serpents que vous pouvez imaginer là. En fait, c'est un serpentorium, c'est comme ça on dit ça en français, où on élève les serpents là. Notre cité, Songon Kassamblé là, c'est un serpentorium. À quel moment êtes-vous allé les voir pour dire non, on n'a pas encore fini le chantier que vous ne devez pas habiter? À quel moment? Parce qu'elle dit, elle a l'impression que elles ont fait exactement ce que vous avez demandé, mais qu'elle est très surprise des propos que vous tenez maintenant sur ce plateau. Donc je veux vraiment que vous me disiez, en dehors de ces papiers, qui sont des documents qui portent des signatures, parce que c'est écrit là, vous voyez. Ça vient de chez vous. Ça vient de chez nous. Bah, voilà. Le technicien dont elle parle, c'est des faits réels? C'est vous qui les mettez sur les chantiers là-bas? Oui, sur chaque chantier, on a... Vous avez un technicien? On a un technicien sur Et le technicien, vous vous rend-il compte ou pas? Exactement, il nous rend compte. Alors, comment ça se fait maintenant que vous dites que vous n'êtes pas au courant, qu'elle était censée venir vous voir, elle n'est pas venue et que vous êtes surpris de ce qu'elle dit? Je vous explique. Je pense que déjà par votre intervention, j'ai compris qu'il y a un pan peut-être qu'on n'a pas bien clarifié. C'est dire que les travaux, comme vous le voyez, il y a les travaux de la maison et les travaux de viabilisation.
Comprenez? Les travaux de VRD, c'est tout ce qui concerne l'adduction en eau potable. Hein, vous avez une cité, il faut faire un réseau d'eau potable pour que chaque maison puisse avoir accès à l'eau. Il faut faire l'électrification de la cité pour que chaque maison ait l'électricité. Il faut faire la voirie. Comprenez? C'est ça la viabilisation, les travaux de viabilisation. Donc, l'ensemble du chantier ne concerne pas que les maisons. Il y a la viabilisation et il y a les maisons. Vous voyez? Les maisons, comme je l'ai dit, on cède le lot avec un soubassement à l'acquéreur qui doit prendre le temps de réaliser son logement. Maintenant, ce logement-là qu'on lui cède, enfin, ce lot qu'on lui cède, il doit être viabilisé. Mais la viabilisation n'est pas terminée. Comme elle le dit, ce que je vous ai dit en non, mais est-ce que vous l'avez déjà entamé? Vous disiez qu'elle n'est pas terminée, ça veut dire qu'il y a eu des débuts de travaux sur cette viabilisation. Non, c'est pour ça que je vous ai dit, actuellement, on est en chantier. On a des marchés passés par voie de marché public. On a des travaux qui sont en cours, des travaux de viabilisation. L'entreprise est encore sur le site. Je ne sais pas si vos techniciens qui étaient en reportage ont dû constater, leur base vie est encore là. Le contrat de marché est réel, il est en cours. Oui, mais monsieur Diallo, c'est depuis 2015 que ces sculpteurs n'ont pas d'eau. Je suis d'accord. C'est dû à quoi? C'est-à-dire que les travaux de viabilisation, les travaux de viabilisation prennent généralement combien de temps? En gros, entre 9 et 12 mois. Là, on parle de 10 ans maintenant. Oui, donc vous comprenez. Le problème n'est pas... C'est qui le responsable alors? Si vous dites que ça c'est en 9 mois, là ça fait 10 ans maintenant, les travaux ne sont pas finis. Oui, vous comprenez, le programme présidentiel des logements sociaux a démarré en 2013 avec la phase de souscription. Les travaux ont réellement démarré en 2015. Ce projet que vous voyez qui est le projet des TEBC, c'est un appendice du programme des logements sociaux, c'est-à-dire c'est une option. Cette option n'a pas bénéficié à l'entame des financements publics. C'est le ministère lui-même qui a pris en charge de financer ces travaux-là. Mais arrivé à un certain niveau, le ministère a demandé l'appui de l'État. Et le site de Songon Kassamblé dont nous parlons, peut-être que comme vous êtes un habitant, n'est-ce pas, du pays, vous avez entendu parler, n'est-ce pas, des situations que tout le monde a vécues sur ces sites-là. En fait, je vous explique ici les péripéties que ces travaux-là ont connues jusqu'à présent pour ne pas encore être terminés. Vous comprenez, de 2015 jusqu'en 2021, on était encore dans des négociations avec les propriétés coutumières à qui on devait purger. Et si au niveau de l'actualité, on fait un rappel mémoire, vous verrez que à chaque période, peut-être 3 ou 4 fois dans l'année, les villageois bloquaient le chantier. Et ça, c'est concernant le grand site. Donc, nos prestataires, nos entrepreneurs ne pouvaient pas effectuer de travaux. Donc, c'est ce qui causait des blocus. On a eu des prestataires, des entrepreneurs dont les travaux ont été résiliés et d'autres sont revenus. Bon, ces usagers-là, eux, ne peuvent pas être au courant de comment nous gérons ces projets-là. Ils n'ont pas d'informations concernant la gestion des projets. Mais nous leur expliquons par rapport au contrat, par rapport à l'action ou bien aux besoins pour lesquels ils sont venus nous voir. Monsieur Diallo, quel était donc le cahier de charge initial? Est-ce que l'engagement que vous preniez, c'était lequel? Est-ce que tout a été expliqué? Et puis après, dans l'implémentation de ce cahier de charge-là, on peut faire face à des difficultés, ce qui peut arriver à tout le monde. Moi, je veux dire que l'État-providence n'existe pas. Parce que quelque chose qui est censé finir dans 9 mois, si après 9 mois, on est maintenant vers 10 ans, qu'on n'arrive pas à faire, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché quelque part. Et comme je vous le dis, c'est des contraintes liées à l'environnement qui ont stoppé ces travaux-là. Voilà, des contraintes liées à l'environnement. Comme je vous le dis tout à l'heure, concernant nos négociations avec les propriétaires coutumiers, à qui on devait verser des droits coutumiers, on devait purger des droits coutumiers. Vous comprenez? Ceux-là, à tout moment, avec leur jeunesse, venaient bloquer les chantiers. Et à partir de la voie principale d'Abou, jusqu'en 2021, où le secrétariat d'État en charge du logement social a fini de solder, où je peux dire l'État a fini de solder la part des villageois. Mais en 2021, on démarre les travaux de dédoublement de la voie autoroute Abidjan-Dabou. Et ça nous cause préjudice, ça nous a causé des préjudices parce que certains câbles d'alimentation du grand site ont été sectionnés à par moment. Finalement, au lieu de l'électricité au départ avait été prévue amener de Yopougon pour venir alimenter le site, maintenant on part de Jacquesville. Mais tout ça, c'est des études avec des experts qui prennent un peu de temps
jusqu'à ce qu'on puisse vraiment pouvoir amener l'électricité sur le site. Nous avons pris sur nous de retarder, comment dirais-je, à ce que les acquéreurs viennent y habiter. Quand vous faites le ratio de ceux qui habitent par rapport, n'est-ce pas, à la capacité générale du site, vous voyez que quelque part, c'est parce qu'elles ont forcé la main. Mais maintenant, une famille... Ça veut dire quoi? Elles ont forcé la main? Ça veut dire qu'elles ont insisté pour venir y habiter sans notre consentement. Parce qu'elles entreprennent souvent des actions sans nous informer. Moi, je peux dire devant l'antenne ici, aujourd'hui, qu'il y a des actions qu'elles entreprennent là-bas qui ne sont pas légales. Par exemple, faire cotiser la centaine ou bien la moins de 100 personnes qui y habitent pour pouvoir acquérir de l'électricité. Est-ce que c'est des initiatives qu'elle doit prendre? Pourquoi vous l'avez fait sans consulter le ministère? Déjà, c'est nous qui habitons le site. On fait des réunions. Je voudrais annoncer officiellement à monsieur le directeur que nous sommes une centaine de familles, un peu plus même. Voilà. Nous sommes une centaine de familles là-bas, effectivement. Voilà. En ce qui concerne les cotisations que nous avons entreprises par rapport à l'électricité, ce n'est pas des choses qu'on cache. On a une plateforme où on dit tout. Même aujourd'hui, nous sommes là, tout le monde est au courant quand on vient à Live TV. On ne cache rien. En fait, au cours des réunions, ils nous disent, allez-y voir le ministère pour voir l'électrification, ils sont à quel niveau. À chaque fois qu'on va au ministère, on croise M. Diallo. Je ne sais pas, je ne voudrais pas employer des mots un peu grossiers, mais je veux dire qu'il nous tourne en bourrique en fait. On nous dit, M. Diallo, nous avons fait plusieurs démarches à son bureau pour supplier qu'il fasse un effort, même si les câbles sont coupés en bas, comme on le dit là. On voit les cités qui sont à côté de nous. Nous sommes entre Sikan et Arc-en-Ciel qui sont électrifiées. C'est le même courant qui vient à Abidjan. Là. Toutes les cités de Kassamblé, Songon là, sont électrifiées, sauf la nôtre. Nous sommes dans une pénombre qui ne dit pas son nom. Monsieur Diallo, nous vivons avec nos enfants. Est-ce que nous allons attendre indéfiniment qu'il y ait un sinistre pour qu'on trouve la solution à nos problèmes? Nous sommes aussi des grandes personnes. Si depuis 10 ans, le ministère ne peut pas faire face à ce qu'ils nous ont promis, donc nous, on s'assoit et puis on regarde les serpents, on s'assoit et puis on regarde les bandits, ce n'est pas possible. Donc les gens ont demandé, en assemblée, ils ont demandé qu'on voit le ministre, qu'on fasse des démarches. On allait plusieurs fois. Ils se sont déplacés pour venir. Ils ont vu que le câble, effectivement, est coupé. On leur a demandé, est-ce que si le câble est coupé, on ne peut pas faire... Je ne suis pas technicienne, loin de vouloir apprendre aux gens leur métier. Mais on leur a demandé, est-ce qu'on ne peut pas faire un truc aérien de sorte qu'on soit alimenté en électricité en attendant? Ils ont dit qu'il y a la possibilité. Ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Okay. On a fait des démarches à ce n'est pas possible. Donc nous-mêmes, là, on a commencé à prendre des prestataires privés pour venir voir notre site. Mais c'est tout ça que M. Diallo... On a commencé, mais on ne peut pas. M. Diallo vous reproche. Madame Adam a dit qu'elle vous a contacté et vous l'avez tourné en bourrique. C'est ce qu'elle dit. Hein. C'est devant vous qu'elle parle. Est-ce qu'elle m'a contacté pour l'électricité? Elle est venue, moi je leur ai dit, c'est le qui est notre maître d'œuvre. Les rapports mensuels par rapport à l'évolution des travaux sont là. Elle dit qu'elle est là depuis 2021, comme vous a montré son papier. Mais de 2021, elle n'avait pas vu peut-être des poteaux électriques plantés. Mais aujourd'hui, elle peut voir ces poteaux électriques qui sont plantés. Mais quand elle est venue vous voir, est-ce que vous avez discuté de tout ça? On a parlé. Vous les avez reçus? Je les ai reçus. Elle et moi, on a parlé à mon bureau. On n'a jamais parlé à mon bureau. Plusieurs fois. Oui. J'ai dit qu'on a plusieurs fois eu des rencontres avec lui. Oui, bon, vous voyez. Et puis jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne sait rien. C'est aujourd'hui qu'on va peut-être savoir quel est le vrai problème dans notre cité. Voilà. Alors, M. Diallo, 10 ans après, on va maintenant pour des solutions. Qu'est-ce que... Vous connaissez la situation maintenant. Qu'est-ce que vous pensez qu'il soit nécessaire à faire pour que ces habitants-là ne manquent plus d'eau et d'électricité? Quel est le prix à payer? Quelles sont les solutions à envisager à court et long terme? Les solutions à court terme, les solutions les réelles, le prix à payer, c'est qu'elles acceptent, elles acceptent de souffrir pour n'est-ce pas, quitter le site jusqu'à ce qu'on termine les travaux. Ce serait la solution. Je dirais la meilleure. Parce que, étant sur le site, qu'elles s'engagent à accepter cette situation. Parce que leur présence sur le site gêne la réalisation des travaux, mais on est obligé de faire avec. On fait avec. Parce que vous comprenez, une famille, vous n'allez pas venir leur dire de partir de force
dehors parce qu'elles sont venues habiter. J'ai terminé ma maison, j'habite. C'est ce que les gens vous passent à la figure. Donc, ils y habitent. Mais s'ils quittent, moi, je pense que les travaux vont accélérer. Ça va prendre combien de temps? Moi, je pense que actuellement, pour que ces travaux de viabilisation finissent et que l'aménagement proprement finisse, avec les nombreux arrêts qu'on a connus, parce que quand vous faites un arrêt de plus de 3 mois, vous êtes obligé de revenir sur des travaux déjà que vous avez exécutés. Donc, on peut donner un délai normal de 9 mois. C'est-à-dire que si eux, ils acceptent de prendre 3 mois, peut-être pendant ces vacances, pour déménager, pour nous laisser le site, nous, je peux vous donner maximum 9 mois pour boucler ce site. C'est-à-dire avec tout, sans recul en arrière. Mais sinon, peut-être moins que ça, mais une marge. Oui, mais comment ça va se passer pour le déménagement? Ben, c'est ce que vous trouvez. Je vous dis, on est sur une cité où normalement la capacité d'accueil est de près de 600 lots. Et sur ces 600, vous avez une centaine, comme elles le disent très bien. Mais la centaine, je pense que le gros du lot de la centaine est sur la partie où j'ai dit viabiliser à l'avance. Ceux-là n'ont pas de problème. Madame Adama, M. Diallo dit, le prix à payer là, c'est de prendre votre mal en patience et il faut que vous puissiez déménager. Vous êtes d'accord que les conditions dans lesquelles, vos conditions de vie là, ne sont pas du tout acceptables. Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui pour convaincre donc les autres riverains pour que vous puissiez déménager et que vous puissiez donner au ministère donc 9 mois pour faire tous les travaux? M. Diallo est ici, hein. Donc je vous écoute. Quelqu'un voulait intervenir? Moi, c'est Koumane Tano. Monsieur Diallo vient de dire que nous ne sommes pas experts en la chose. Je suis d'accord. Mais au moins, lorsque tu dis à quelqu'un, Mariam joue à la balle, il comprend. Lorsque je partais souscrit, on pouvait au moins me dire que la maison n'était pas faite pour être habitée. Il fallait juste construire et puis partir. Cette histoire de livraison de maison, je l'ai appris lorsque j'ai été inondée en juin 2024. On a allé dans son bureau en octobre 2024. C'est là qu'il nous a appris que normalement on devait avoir une autorisation pour habiter. C'est ce jour-là que moi j'ai appris ça. Mais pendant la souscription, on aurait pu me dire ça. Ce n'est pas quand je suis dans des problèmes qu'on va me dire que je n'ai pas reçu d'autorisation d'habiter. Et ce n'est pas maintenant qu'on va me demander de partir. Lorsque vous mettez la pression sur quelqu'un pour construire, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des prêts de part et d'autre. Mais lorsqu'on a pris des prêts de part et d'autre, est-ce qu'on peut encore louer une maison? Ce n'est pas possible. Monsieur, madame, sous prêt, on loue la maison avec quoi? Une dernière intervention. Bien, moi, c'est Diallo Kadi. Bon, j'ai ma plateforme depuis septembre 2015. 2015, sur le contrat, c'est dit, comme mes défenseurs l'ont dit, qu'on devait construire la maison au bout de 24 mois, c'est-à-dire 12 à 24 mois. Maintenant, tu finis de construire ta maison. Normalement, tu dois l'habiter. Et puis, chaque fin du mois, payer la maison. C'est-à-dire ce qui reste à payer, tu dois payer ça chaque mois pour finaliser ton contrat. Mais j'ai fini ma maison en 2015. J'ai été parmi les premières à avoir la maison. Je n'ai pas habité. Mais une maison construite, mais quand ça reste fermé, c'est des dépenses encore. Parce que je me rends compte que lorsque j'ai habité, je suis venue habiter même là, parce que j'ai perdu mon emploi. C'est pourquoi je suis venue. Je n'avais pas de fosse septique et j'ai fait ma fosse septique. Je suis là, ça fait 2 ans. On ne demande rien, on ne veut pas d'histoire. Mais au moins, si on pouvait nous donner l'électricité dans un premier temps, qu'on l'ait. Monsieur Diallo, vous savez, ce pays-là, notre force, c'est notre dialogue, qui nous a toujours caractérisés. Là, on parle d'une centaine de souscripteurs sur un projet sur lequel vous travaillez avec beaucoup d'habitants. On est d'accord? Moi, pourquoi les premiers habitants, là, eux, ils n'ont pas eu... ils ont eu un traitement qui est différent de ceux qui sont là. Pourquoi eux, on ne leur a pas dit
que ce n'était pas un endroit à habiter. Les tout premiers souscripteurs. Je pense qu'on leur a dit, mais bon, comme vous savez, les gens souvent, quand on constate l'incivisme, ils n'ont pas la force, n'est-ce pas, d'être véridiques, d'avouer, n'est-ce pas, ce qui est. Comme vous l'ont dit, vous avez écouté au micro, quand ils viennent chez nous, on les tourne en briques, mais après ils reconnaissent qu'on les reçoit. Bon, là, vous voyez qu'il y a un peu de contradiction. Bon, ce que moi je peux dire, c'est vraiment, c'est à vous de constater. Voilà. Nous, on vous dit, on est des agents de développement, des agents de l'État, à travers l'État, à travers le ministère, essaie de faire mains et pieds, de mettre tout en œuvre pour que nos populations puissent habiter dans un cadre décent et sain. Mais il faut faciliter aussi la réalisation de ces travaux, il faut faciliter la mise en place de ces actions. Allons-y maintenant vers les solutions. Vous dites que ce que M. Diallo a dit, le fait qu'on vous fasse déménager pour 9 mois, là, ça ne vous plaît pas. À votre avis, c'est quoi la meilleure solution? Bon, en fait, avant d'arriver à la solution, j'étais en train d'expliquer, en fait, ce n'est pas les entreprises qui m'intéressent, qui nous intéressent ici. Ça, c'est la cuisine interne du ministère. J'étais en train d'expliquer qu'on était là, quand les entreprises travaillaient. On n'a gêné personne. Ils ont même creusé des trous, ils ont demandé qu'on casse certains murs. On a adhéré à tout ça. Tout ce qu'ils nous ont demandé comme sacrifice là-bas, on a fait. C'est devant nous, ils ont creusé les... Donc, je ne vois pas en quoi notre présence pourrait gêner des lampadaires à mettre sur un poteau. Je ne vois pas en quoi ma présence pourrait gêner. Les tuyaux de seau d'ici ou quoi là sont déjà positionnés. Il suffit de connecter au château d'eau là-bas. Donc, je ne vois pas en quoi notre présence pourrait gêner les travaux. Nous ne sommes en rien du tout gênants. Nous ne sommes en rien du tout gênants. Il y a un document ici que le ministère a envoyé en 2000, combien là? Ils nous ont envoyé ça en 2000. Ils ont dit qu'ils nous donnent 2 ans pour terminer les travaux. 12 mois, le document est là. Ce n'est pas la première fois qu'ils font ces promesses. On va faire ça en 6 mois. Vous n'y croyez plus? On n'y croit pas. Il y a un engagement qui a été pris et certaines choses n'ont pas été réalisées par faute de moyens. Il faut trouver des solutions. Mais il faut aussi les comprendre. Parce que dès l'instant où il y a déjà eu des démarches qui ont été entreprises, quand on est censé faire des travaux qui ont une estimation de durée de 9 mois et que 10 ans après, on se retrouve sans électricité et de l'eau, je veux dire que ça doit interpeller plus d'un en Côte d'Ivoire. C'est important aujourd'hui de le dire. Le mot de fin vous revient avant qu'on ne puisse conclure avec M. Diallo. Pour le mot de fin, je ne pourrais que dire vraiment un grand merci encore une fois à dire merci au chef de l'État, encore une fois. Lui dire merci et puis crier à lui pour dire que vraiment, papa, effectivement, tu as voulu qu'on soit logés. Effectivement, nous sommes logés. Mais nous sommes logés dans un mouroir, en fait. On n'a pas d'eau. On n'a pas de fosse septique. Aucun VRD n'est réalisé sur notre site depuis 10 ans. Depuis 10 ans, les premiers acquéreurs des plateformes sont là-bas depuis 2015. Ils nous ont demandé de mettre en valeur les plateformes qu'ils nous ont données là. Ils nous ont demandé de mettre ça en valeur en 24 mois. C'est ce qu'on a fait. Maintenant, ce soir, on nous demande de sortir de nos maisons pour 9 mois. Alors qu'on nous avait, j'ai un document ici, qui nous avait envoyé pour nous dire qu'ils vont faire les travaux en 12 mois. Ça, c'est depuis 2022. Aujourd'hui, on nous demande de sortir de nos maisons pour 9 mois. Nous sortons de nos maisons. On a tout dedans. Nos maisons, là, on a déjà presque fini. Les 100 familles qui sont là-bas ont déjà fini. On sort de nos maisons, on boucle la porte qui est garant du matériel qui est là-bas. Parce que même quand nous sommes sur place, on vient nous attaquer, on vient voler. En fait, nous-mêmes, on ne veut même pas sortir de nos maisons parce qu'on ne sait pas où on va partir. Bon, on ne sort pas de nos maisons parce qu'on ne sait pas où on va partir. Okay. Le ministère n'a qu'à venir. Ils nous ont dit qu'ils vont mettre l'eau, ils vont mettre le courant, ils vont mettre VRD. C'est ce que nous, on attend. Vous avez fait une proposition. Voilà la réaction. Quel est votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de remercier Live TV qui a été, n'est-ce pas, un facilitateur dans cette communication avec les acquéreurs du site. Et pour dire que, n'est-ce pas, l'entame même de Live TV et de toute la population, c'est que ce projet était, n'est-ce pas, un instrument pour sauver, n'est-ce pas, des familles. Parce que, je vous le rappelle ici, dans la phase de souscription en 2013, dans le cadre des logements sociaux, parce que les souscriptions se font avant le début des travaux, près de 60 000
voire même 100 000 acquérir un logement. C'était l'acquisition directe. Aujourd'hui, on parle de location, vente, location simple, mais c'était l'acquisition directe. Et dans cette acquisition directe, les dossiers des souscripteurs avaient été soumis aux promoteurs, aux prestataires, avaient été soumis aux banques. Mais je vous dis qu'une bonne partie avait été rejetée par les banques parce que ces souscripteurs n'étaient pas bancables, n'étaient pas bancarisés, avaient des revenus irréguliers ou bien avaient des revenus qui étaient en deçà, n'est-ce pas, des normes, des normes requises par les banques. Vous comprenez? Et le ministère, à travers l'État, n'a pas voulu les laisser pour compte. A voulu leur trouver, n'est-ce pas, un logement. En leur apportant un terrain qui est viabilisé, qui est sécurisé, avec une fondation, un dossier de logement type, avec toutes les études en cours, avec toutes les études montées. On leur remet le dossier, les plans comme ils vous l'ont montré, qui ont été validés. Et comme l'a dit mon collaborateur, 4 sites ont permis au lancement de ce projet pilote-là. Et sur ces 4 sites, les 3 autres, il y a des habitants. Ce site-là, compte tenu de sa position géographique qui est vraiment en contrebas dans le grand site des logements sociaux, subit beaucoup de contingences côté, je dirais, climatique et autres. Voilà, ils l'ont dit, l'autre disait que sa maison a été inondée, ainsi de suite. C'est dû à la position du logement. Et donc, l'État a entrepris de faire des travaux de viabilisation d'envergure. Et normalement, c'est uniquement que la plateforme. Il trouve qu'il y a des cités qui sont autour, mais c'est compte tenu de la position. Le relief, des études ont été faites. Et les derniers marchés qui ont été attribués à des entreprises, pour les finaliser, ces entreprises-là sont encore installées. Et on a le bien-être comme maître d'œuvre. C'est pour montrer le sérieux avec lequel le ministère est en train de les réaliser. Vraiment, c'est ce que j'avais à donner comme mot de fin. Il faut remercier aussi M. le ministre qui vraiment ne ménage aucun effort pour nous demander d'être aux côtés des populations et d'aller vite dans les travaux. Mais je vous ai cité ici quelques contraintes qui ont fait durer ces travaux-là, compte tenu de certains aléas qui ne dépendent pas aussi du ministère. Je comprends ces aléas qui ne dépendent pas forcément de vous. Moi, ce que je souhaite, et tout le mal que je souhaite donc à ces habitants, c'est qu'une solution. Essayez le plan A, essayez le plan B, essayez le plan C, essayez toutes sortes de plans jusqu'au plan Z. Parce que, vous voyez, M. Diallo, l'État, c'est notre papa, c'est notre maman. La preuve, elle vient de s'adresser directement au président de la République. Quand on est dans une situation aussi difficile comme celle que vivent ces populations-là, vous savez, même si vous êtes animé de bonne foi, M. Diallo, 9 mois, même tenir 2 jours, ça devient pesant pour ces populations. Il faut qu'on en tienne compte. Usez de votre savoir-faire, votre volonté. Et je sais que vous êtes de bonne foi et je sais que vous allez y arriver. Après la diffusion de cette émission-là, que le contact ne soit pas rompu, que le dialogue soit permanent. Vous savez, quand on a des problèmes et qu'on est écouté par 2, 3, 5 personnes, la douleur s'atténue. Mais quand on souffre seul et qu'on n'a même pas quelqu'un pour nous écouter, on a l'impression qu'on est abandonné. Elles se sentent abandonnées, ces femmes que je viens d'écouter. Je ne suis qu'un simple Ivoirien qui fait une émission qu'on appelle « Il y a problème », confiée par la direction des programmes de la FTV, et qui estime que les Ivoiriens méritent qu'on leur donne la parole. Et le fait que vous soyez venus ici, c'est pour qu'on trouve des solutions. Allez-y, foncez. Aucune difficulté, là où on parle de vie humaine, là, ne doit être aussi difficile pour vous. Vous avez tenu compte des alliés. Vous-même, vous avez dit qu'il y avait beaucoup qui ne répondaient pas aux critères des banques. Mais vous avez décidé de ne pas les laisser comme ça. Continuez et je sais que vous allez y arriver. Mesdames et messieurs, faites comme ces braves populations. Si vous estimez que dans votre quartier, il y a des choses qui ne vont pas comme il se doit, saisissez la direction des programmes de Live TV. Et des sujets seront traités sans complaisance. L'essentiel, c'est qu'on s'en sorte. À bientôt.